Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. S'il fallait une démonstration diplomatique et une représentation du soutien international à la cause sahraoui, le 16e congrès du Front Polisario à Dakhla, dans les camps de réfugiés, le premier depuis la reprise des combats contre l'occupant marocain du territoire du Sahara occidental, en est clairement une. Des comités de soutien, de solidarité, des personnalités et amis du peuple sahraoui, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sont venus réaffirmer la justesse du combat de ce peuple colonisé qui attend face à des instances internationale inerte de disposer de son droit à l'indépendance. Le Congrès est aussi l'occasion pour le Front Polisario de dresser son bilan politique et militaire, renouveler ses instances exécutives et d'énumérer aussi les dividendes de la résistance sahraoui, déjouant les vaines tentatives du Maroc à l'éclipser à travers la répression, mais aussi des méthodes peu honorables de corruption dans les plus grandes instances internationales. Nos invités, nous les recevons justement depuis les camps de réfugiés à Dakhla. Monsieur Belal Kanti est avec nous, il est analyste politique, chargé de mission à la délégation pour l'Europe. Et nous avons également Monsieur Esteban Silva Quadra, président du mouvement socialiste alandiste chilien, sociologue et analyste politique également. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Je commencerai par Monsieur le Kanti. Je le disais, c'est le premier congrès après la reprise des combats du 13 novembre 2020. Quelle est la dimension politique de cette rencontre dans le contexte actuel? Merci pour l'invitation. La dimension politique est visible à travers la présence énorme de délégations étrangères, y compris représentants de gouvernements reconnaissant la RASD. Et ils sont venus parfois de très loin, d'Amérique latine, d'Asie, pour montrer leur solidarité avec le juste combat du peuple sahraoui. Par ailleurs, ces forces vives entendent exprimer leur désaccord avec un monde fondé sur le colonialisme et fondé sur la force, le droit de la force contre la force du droit. C'est en cela le sens du combat politique du peuple sahraoui à travers lequel s'identifient énormément de forces, de peuples, d'États, etc. Et vous le soulignez à juste titre, ce congrès se tient alors que le peuple sahraoui est en situation de guerre, malheureusement. Mais la question est pourquoi nous sommes retournés à la guerre? C'est parce que d'abord, le royaume du Maroc a gravement violé l'accord de cessez-le-feu en s'étalant encore davantage au-delà du mur et vers la zone de Gargarat. Et il a signifié cela à l'ONU, ce qui était en soi un casus belli. Et par ailleurs, l'autre motif, c'est que les Nations Unies n'ont pas été sérieux dans l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui est de leur propre responsabilité. Je le rappelle, mettre 30 ans pour organiser un référendum, cela signifie qu'ils ne veulent pas organiser le référendum de l'autodétermination. Et par-delà, tout le monde comprend que l'ONU n'a pas l'intention de respecter sa doctrine en matière de décolonisation et n'a pas l'intention d'assumer sa responsabilité. Et l'on sait pourquoi, parce qu'il y a certains membres du Conseil de sécurité, membres permanents, qui ne veulent pas que le droit international s'applique dans le conflit de décolonisation du Sahara occidental, ce qui fragilise le droit international et aggrave également le calvaire du peuple sahraoui. Tout à fait. Monsieur le Kanti, vous dites par là justement que ce choix de reprise de la lutte armée du peuple sahraoui n'était pas un choix, justement, c'était une nécessité. L'occupant marocain ne vous a pas laissé le choix. Il fallait retourner donc au combat pour arracher ce droit à l'autodétermination? Tout à fait. La guerre nous a été imposée le 13 novembre, comme elle nous a 2020. été imposée. Tout à fait, comme elle nous a été imposée en 1975. Oui. C'est une guerre imposée au peuple sahraoui. On a encouragé le régime marocain d'aller au-delà de ses frontières internationalement reconnues. Tout le monde se souvient des réunions marathoniennes du Conseil de sécurité jusqu'à minuit, invitant Hassan II à arrêter sa marche sur le territoire du Sahara occidental et d'arrêter d'aller au-delà de ses frontières. C'est extrêmement grave, madame, ce qui se passe au Sahara occidental, et c'est la raison pour laquelle
de nombreux peuples et gouvernements et États sont venus soutenir le peuple sahraoui dans ce 16e congrès. Monsieur Silva Quadra, comment voyez-vous la dimension politique et militaire aujourd'hui aussi de ce conflit? Ce congrès se tient dans ce contexte difficile, mais le président de la RASD, Brahim Ghali, a parlé tout de même d'avancer dans ce dossier du Sahara occidental depuis la prise des combats. Bon, je pense que, bon, d'abord, le peuple sahraoui et le Front Polisario, il n'est pas tout seul. Et le fait de la présence des délégations latino-américaines, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, pour l'accompagner dans son congrès, c'est la preuve très claire que les combats qui mènent le peuple sahraoui et les résolutions qui vont être prises par les congrès vont être accompagnées de plus en plus pour le mouvement social, politique de tous les pays du monde. Aujourd'hui, le Front Polisario, c'est l'avant-garde dans les nouvelles circonstances de la lutte contre le colonialisme en plein siècle XXI, non? Il reste la dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental. C'est l'avant-garde, c'est la nouvelle avant-garde de la lutte contre le colonialisme, de la lutte pour répondre et conquérir les droits internationaux, les droits à la autodétermination du peuple qui est vraiment bloqué dans le cas du Sahara occidental. Et en même temps, c'est aussi l'avant-garde pour un monde multipolaire. C'est-à-dire, dans les actuelles circonstances, vous savez, c'est pas seulement il y a la reprise de la lutte armée dans le cas du Sahara occidental, mais le monde est confronté aujourd'hui à une crise, y compris une guerre qui se déroule aussi à l'Ukraine, qui confronte la Russie aux États-Unis, à l'OTAN, dans les territoires de l'Ukraine, des choses qui vont bouleverser la planète. Et dans ce contexte-là, il faut comprendre bien la géopolitique où se trouvent aujourd'hui les défis, les conflits du Sahara occidental. C'est pour ça que la reprise de la lutte armée, c'est pour ça que la reprise de la force et la décision du peuple sahraoui de répondre et de faire pousser sa cause justement pour reconquérir les droits internationaux qui est bloqué même à l'intérieur des Nations Unies par l'occupant marocain, mais avec ses alliés. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un nouveau contexte géopolitique, et je pense que la cause sahraoui va avancer parce que dans cette particularité, il va être accompagné de plus en plus pour le peuple de la planète, et nous sommes là pour faire témoin de ça et pour nous engager à accompagner les décisions qui vont être prises par les congrès du Front Polisario. Justement, comment vous expliquez aujourd'hui ce large soutien à la cause sahraoui à travers le monde? Ne parlant que de ce congrès, on parle de 2200 délégués, 370 invités étrangers qui y prennent part, qui y participent. Il y a un intérêt grandissant. Vous parliez du contexte géopolitique actuel. Est-ce que ça fait partie des raisons? Ou est-ce qu'il y a aussi les scandales dans lesquels s'est empêtré le Maroc, comme celui du Parlement européen, pour faire un forcing contre le droit international? Est-ce que c'est un peu tout cela qui a contribué à donner plus de visibilité à l'international à la cause sahraoui? Oui, non, mais d'abord, je pense qu'il faut rappeler que la République arabe sahraoui démocratique est reconnue pour plus de 86 États dans le monde. Oui. D'abord. Deuxièmement, la diplomatie sahraoui est très puissante, a beaucoup fait pour rétablir, approfondir des relations. Moi, je peux vous témoigner ça en Amérique latine, au Caraïbes. La politique sahraoui, c'est une diplomatie active. Et aujourd'hui, on peut voir justement les rapports que sa politique a
à envers des partis politiques, gouvernements, mouvements sociaux, etc., qu'il exprime sa solidarité. Et donc je pense que, d'une part, sa cause est juste, sa lutte est actuelle, c'est-à-dire la lutte pour reprendre le droit international, pour faire valable finalement son droit à la souveraineté dans l'ensemble de son territoire, que c'est le Sahara occidental. Et finalement, bien évidemment, il faut aussi compter de ces scandales, les contradictions du Maroc, du Royaume du Maroc. On vient de voir les actes de corruption qui sont en train de se dévoiler auprès pour d'acheter des politiques, des eurodéputés, etc. Mais c'est une méthode qu'on la connaît partout. Parce que je peux vous dire que nous, en Amérique latine et au Caraïbes, on a dénoncé pas mal de situations de corruption de la part du Maroc, justement et toujours pour empêcher la visibilité de la cause sahraoui, pour empêcher qu'une cause juste trouve de plus en plus, comme on le fait d'ailleurs maintenant, plus de supporters. Vous dites d'ailleurs à ce propos qu'un scandale similaire ou même plus important pourrait éclater dans peut-être les semaines ou les mois à venir concernant les tentatives répétitives du Maroc de corruption en Amérique latine. Oui, je pense que ça c'est un autre problème. Les moyens de communication jouent un rôle très important. Vous savez, par exemple, aussi le Maroc achète, je veux dire, des journalistes, parfois des consciences et même des moyens de communication. Chez nous, au moins, je peux parler de ça. Donc, si on met en lumière la méthode de corruption, la méthode des achats de conscience pour bloquer la juste cause sahraoui, je suis sûr qu'on va trouver plus peut-être des corruptions, des achats, des délits, comme on est en train de découvrir chez les scandales des social-démocrates qui ont été achetés de façon scandaleuse en Europe. Monsieur El Khanti, est-ce que vous rejoignez justement ce que nous dit Monsieur Silva Quadra sur finalement la mutation géopolitique de ce conflit du Sahara occidental, même si on veut faire croire le contraire, que c'est un conflit isolé qui n'a pas d'effet sur la région ou même sur les continents africains et même européens. Certains affirment justement que le mouvement du Front Polisario doit s'adapter à ces mutations géostratégiques, et notamment après le revirement de l'Espagne, qui n'est pas rien, c'est une position à contresens complètement du droit international, ou encore du fameux décret de de Trump, et qui n'a pas été encore annulé par l'administration Biden. Je crois sincèrement que les mutations géopolitiques en cours, et ils sont visibles, c'est une situation qui pourrait être favorable au combat du peuple sahraoui. Le combat du peuple sahraoui a souffert d'un monde unipolaire post-effondrement de l'Union soviétique et malheureusement, ceux qui ont été derrière la création du problème sahraoui en poussant le Maroc à aller au-delà de ses frontières sont eux qui ont bloqué l'application du référendum en 1991. Aujourd'hui, les peuples du monde aspirent à un monde équilibré où il n'y aura pas d'extension territoriale des États et ça ne pourrait être que favorable en notre cause, parce que nous, ce que nous défendons, ce que nous disons au monde, c'est que nous devons absolument respecter les règles de l'Union africaine, des peuples d'Afrique qui ont compris l'importance de garder les frontières héritées du colonialisme. C'est un point fondamental. Ceux qui veulent remettre en cause ce principe, l'intangibilité des frontières, sont ceux qui ont compliqué la lutte du peuple sahraoui. Oui. Aujourd'hui, j'espère que cela et que l'ONU assume ses responsabilités. Mais aussi, c'est la responsabilité de l'Union africaine. L'Union africaine a un rôle extrêmement important à jouer, notamment à travers ces sociétés civiles qui expriment la conscience des peuples africains et leur volonté de vivre en paix et dans la stabilité
à même de parvenir au développement et au progrès. L'Union africaine, en tant qu'organisation régionale, est responsable de la sécurité également des pays de l'Union. Elle doit écouter et entendre la résolution de la Cour africaine des droits et des peuples qui a dénoncé le fait colonial marocain et a appelé les États d'Afrique à aider la République sahraoui à accéder à son indépendance totale. C'est extrêmement important. De même que l'Union européenne, les États d'Europe doivent faire amende honorable et arrêter de participer à ce pillage qu'exerce le Maroc. Ils doivent écouter également leur justice. Ils ne doivent pas brader cette architecture juridique extraordinairement élaborée et qui actuellement dans ses mailles se trouve et dans sa nasse se trouve le régime marocain pour avoir effectivement interféré dans les affaires internes des États européens. La justice belge prend ce cas marocain très en sérieux et je crois même savoir qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre le chef des services secrets marocains pour justement ces méfaits, car les révélations des arrêtés sont extrêmement accablantes en parlant carrément d'une organisation chapeautée par le Maroc et qui a pour objectif d'interférer dans les affaires européennes, dans l'objectif de museler le peuple sahraoui et de nuire à son combat qui est pour ma part, je considère que c'est une entreprise tout à fait vaine. Mais je reviens à ma question, Monsieur Belalkanti. Pour rejoindre un peu ce que disait M. Silva Quadra, il parlait de la diplomatie du Front Polisario, qui reste une diplomatie très percutante, très active. Est-ce qu'il faut faire plus, donner plus de communication à travers le monde, être plus offensif, oui, pour faire connaître davantage la cause sahraoui, pour faire avancer cette cause qui s'enlise en tout cas qu'on veut enliser dans l'oubli? Absolument. Votre invité parle de mutation géopolitique. En tant que mouvement de libération nationale, nous devons savoir prendre le tournant à temps et effectivement aller à bâton rompu, rechercher la reconnaissance internationale et en même temps mettre le colonialisme marocain dans l'impasse. Parce que c'est grâce à la structure du Front Polisario et à l'organisation du peuple sahraoui en tant que tel, institutionnellement et populairement, qu'on a pu mettre le Maroc dans la difficulté. C'est exprimé clairement dans les correspondances des diplomates marocains, révélées par Chris Coleman, en disant, écoutez, la cause du peuple sahraoui est entendue en Europe. Il faut absolument qu'on coordonne avec Antonio Panzeri, c'est notre homme dans le Parlement européen. Et tant que ce n'était qu'une révélation de Chris Coleman, personne ne s'y est intéressé. Mais maintenant que Panzeri et compagnie étaient pris en flagrant délit, ont été arrêtés et la justice européenne est en cours d'action et d'investigation. Absolument. Et j'espère que la vérité sera rétabli. Alors, ce congrès, pour y revenir, est en soi un processus politique pour définir ou redéfinir la feuille de route du Front Polisario, avec aussi l'élection de son secrétaire général et de ses instances exécutives, mais aussi l'action politique et militaire du Front pour la libération totale du Sahara occidental. Quelles seront les étapes à venir? Quelles seront les résolutions qui vont être adoptées par ce congrès? Avant de répondre à votre question, madame, je dois souligner un fait. La société sahraoui est une société profondément démocratique. La relation de voyage de Poli et Saunier au XVIIIe siècle, qui ont été édités par l'Harmattan, décrivent parfaitement ce caractère démocratique. Lorsque l'Espagne s'est retirée honteusement du territoire, nous avons tout de suite repris nos institutions en créant notre Conseil national législatif sahraoui et en proclamant la République sahraoui pour combler le vide et pour faire accéder la société sahraoui par nous-mêmes à l'époque moderne à travers d'institutions modernes, mais en perpétuant la tradition démocratique. C'est en cela que le Congrès du Front Polisario, qui est le 16e, est une émanation de la volonté populaire
car les délégués qui sont au nombre de 2000 sont eux-mêmes élus par des instances populaires et qui doivent exprimer la préoccupation de notre peuple en élaborant un programme national pour les 3 ans à venir, en élisant le secrétaire général du Front, qui est le président de la République sahraoui, et également l'instance exécutive. Il s'en suivra plus tard des élections pour le Conseil national législatif. Toutes ces institutions modernes signifient que le peuple sahraoui a toujours été prêt pour accéder à la vie internationale, de s'occuper avec une grande responsabilité de ses frontières, de s'occuper de la population habitante de ce territoire et de jouer pleinement le rôle qu'il revient dans le concert des nations. Oui. Donc, décision à venir, sans doute, sera conforter les combattants sahraouis, mettre en exergue l'action militaire, mais en même temps faire connaître dans le monde cette action de résistance militaire par une diplomatie active et proactive, en allant partout, particulièrement en Afrique. C'est le champ qui comprend parfaitement notre préoccupation et comprend notre tragédie, mais aussi aller envers les Nations Unies pour leur rappeler ces principes qui sont fondateurs d'un monde post-seconde guerre mondiale où l'Europe a vu comment la tragédie peut aussi atteindre l'homme blanc pour paraphraser le penseur martiniquais, et qu'en Europe, on avait lancé le cri « plus jamais ça ». Les Sahraouis rappellent qu'il ne faut plus jamais ça, non pas pour l'Europe, mais pour le monde entier. Monsieur Silva Quadra, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux changements, aux mutations géopolitiques et géostratégiques actuelles. Le revirement de l'Espagne et le décret Trump qui a tout de même jeté un pavé dans la mare dans un conflit qui était déjà difficile, inextricable depuis près de 50 ans. Comment vous paraît l'avenir, tout simplement, des Sahraouis en s'engageant davantage dans l'action militaire? Écoutez, l'avenir, c'est aujourd'hui en même temps. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui est en train d'expérimenter des changements très, très profonds. On assiste à des conflits un peu partout. On les a évoqués tout à l'heure. Et je crois qu'il s'agit des droits à la rébellion juste, qui est consacré même dans la Charte des Nations Unies. C'est le droit à la rébellion d'un peuple qui veut vivre finalement, qui veut exister et assurer son existence et son droit à sa terre, à son territoire, qui est, et c'est honteux, qui est au milieu du XXe siècle, un peuple continue à être sous l'oppression coloniale et sans que les Nations Unies et la soi-disant communauté internationale finalement puissent les rendre son droit comme il faut. Dans ce contexte-là, il s'agit des droits à la rébellion. C'est-à-dire à la résistance. À la résistance, à la lutte armée. Oui. Mais c'est dans un sens plus large que moi, je m'exprime. Et peut-être c'est le moment aussi pour reprendre dans les nouveaux contextes la tricontinentale, c'est-à-dire la confluence, la unité dans l'action sur le plan politique, sur le plan de la coopération, sur le plan de la logistique, etc., de peuples du sud de la planète. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique et les pays de l'Union africaine bougent beaucoup plus. Il faut que les pays de la CELAC, c'est-à-dire la communauté latino-américaine et caribéenne de l'Amérique latine et au Caraïbes, et aussi les pays de l'Asie, il faut que les pays du sud reprennent comme les siennes, comme un des problèmes qu'il faut résoudre dans ce nouveau contexte qu'on est en train de vivre,
la situation du peuple sahraoui. C'est pour ça que je dis, écoutez, peut-être c'est le moment venu de relancer dans une nouvelle circonstance la tricontinentale, c'est-à-dire l'action du peuple du Sud. Et si vous me permettez, Oui. on l'a vu aussi récemment, on a pris note de façon très positive, à mon avis, par exemple, la position très claire sur la scène internationale qui a eu le gouvernement de l'Algérie par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à le changement de position du gouvernement de Sánchez Castejón, la position très claire et nette de l'Algérie en défense du droit international et les droits à l'autodétermination du peuple sahraoui par rapport aux Nations Unies. Les positions, par exemple, que l'Algérie a accompagné aux factions palestiniennes pour assumer l'unité et en solidarité avec sa cause. Et aujourd'hui, sont les pays du Sud émergents, les pays qui sont autour des BRICS, par exemple, dans un monde qui est poussé sur la multipolarité, qui doit faire son mieux justement pour obliger, pousser les Nations Unies à accomplir sa charte constituante par rapport à la situation du peuple sahraoui. Et donc, si avant, le peuple sahraoui a développé beaucoup, a fait grandir la diplomatie de peuple, la diplomatie politique envers le peuple, et pas seulement faire les États, maintenant, il faut accroître ça, et en même temps, il faut accroître aussi toutes les façons de lutte, tous les moyens de lutte, et c'est ça, je pense, cette combinaison, la diplomatie de peuple, pour accompagner la lutte du peuple sahraoui, pour pousser à reprendre et à reconquérir les droits internationaux violés dans le cadre du Sahara occidental, et en même temps élargir, et ils vont prendre de façon souveraine, bien évidemment, la lutte, et même la lutte armée, pour rechasser l'invaseur colonialiste de son territoire, je pense que dans ce contexte-là, dans le contexte géopolitique, c'est un moment très important et c'est un défi qu'il faut tenir et il faut accompagner. Les peuples du Sud, nous sommes avec le peuple sahraoui, il n'est pas tout seul. Très bien. Monsieur El-Kanti, à propos justement de la lutte armée, elle est le signe de la détermination des Sahraouis. Le Front Polisario laisse toutefois la porte ouverte aux négociations. Y a-t-il encore la place aux négociations, aux discussions justement? L'ONU a fait appel aux deux parties pour reprendre justement les négociations, mais l'escalade de violence du côté marocain, notamment en ciblant des civils systématiquement, par des drones et des armes sophistiquées, fait craindre le pire et en tout cas ne laisse pas présager une volonté de Rabat de revenir aux discussions. Rabat ne reculera pas tant que la communauté internationale ne lui impose pas le retour aux frontières qui lui sont internationalement reconnues. Ça, d'une part. D'autre part, le peuple sahraoui entend arracher ses droits par la négociation ou par la force. Il y a un rameau d'olivier dans une main et le fusil dans l'autre main. Nous tendons encore la main. Nous avons espoir à ce que l'ONU se montre responsable, se montre compréhensif de la détresse de notre peuple et appliquer ces résolutions, rien de plus. Donc le peuple sahraoui de toute façon n'abandonnera jamais sa lutte. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour le peuple sahraoui. C'est une question d'existence. Le peuple sahraoui a toujours montré son unité autour de cet objectif sacré. Il s'agit quand même de vie. Des milliers de Sahraouis innocents ont été disparus, ont été assassinés par le régime marocain. Nous sommes par milliers réfugiés en Algérie. Nous avons été protégés par l'Algérie conformément à son hospitalité d'abord
et à ce souci aussi du respect du droit international. Mais nous avons aussi, d'autre part, organisé notre résistance, à la fois à partir de nos territoires libérés, comme à partir des territoires occupés, où il y a eu l'intifada des Sahraouis qui fait fi à l'occupant marocain et qui s'organise pacifiquement autour des thèmes comme le droit humanitaire, les droits de l'homme, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, etc., etc., au prix de leur vie. Oui. Et pour revenir également à votre question, le peuple sahraoui ici au Congrès exprime clairement son adhésion à la décision de retour à la guerre, parce que le Maroc ne nous a pas laissé de choix. En effet, rendez-vous compte, de 91 à 2021, impossible d'organiser le référendum. Donc pour vous, Monsieur El Khanti, parler aujourd'hui dans le contexte actuel de négociations avec le Maroc, c'est exclu. Pour l'instant, je parle. Hein. Le Maroc ne veut pas de négociation. Le Maroc veut le fait accompli. Il semble être heureux de ses relations avec ses nouveaux amis. Il semble être conforté selon lui. Oui. Mais nous rappelons que le peuple sahraoui, en 1975, avait très peu de moyens, avait juste la volonté de son peuple et avait la force du droit avec lui. Et ce sentiment patriotique et national d'être en droit d'imposer ce qui nous a été volé, c'est-à-dire notre territoire. Oui. Et donc, le peuple sahraoui est plus que jamais mobilisé, plus que jamais organisé. Nous avons beaucoup plus de moyens que nous avions en 1975. Le propre Maroc, s'il avait vraiment, s'il avait à cœur l'intérêt de son peuple, n'avait pas à s'embarquer dans une guerre fratricide. Quel genre de moyens, Monsieur El Khanti? Vous parlez de disposer de plus de moyens, évidemment, qu'à l'époque de 1975. De quels moyens vous parlez précisément? D'une plus grande mobilisation déjà? D'une plus grande adhésion? Absolument. Le peuple sahraoui, contrairement en 1975, où l'Espagne ne nous a laissé que quelques personnes ayant accédé à l'université, nous avons aujourd'hui un taux d'alphabétisation extraordinaire. Oui. Et la majorité de nous sont bilingues, espagnols et arabes, et comprennent parfaitement ce qui se passe dans le monde. Et ces enjeux complexes le comprennent parfaitement. C'est l'une des raisons pour laquelle cette propagande marocaine ne marche pas. Avec Donc le Maroc aujourd'hui n'a pas à faire au même peuple. Ce n'est pas le même qu'en 1975. Nous avons évolué, oui. Et dans ce sens, on me tendait la perche pour exprimer au nom des miens notre profonde gratitude envers l'Algérie qui nous a protégés et nous a donné le temps et la possibilité d'organiser notre nation, de la consolider, de la conforter, d'envoyer nos enfants étudier dans les écoles algériennes, dans les écoles des pays amis. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple plus que jamais organisé, bien structuré, et nous sommes conscients que notre liberté est un objectif réalisable, que nous accéderons à notre liberté, oui. Car il n'y a pas d'autre solution que la liberté du peuple sahraoui et la libération du Sahara occidental. Monsieur Silva Quadra, je voudrais que vous nous disiez concrètement, selon vous, qu'est-ce qui, soyons optimistes, qu'est-ce qui, dans les mois à venir, pourrait booster ou faire une percée dans ce dossier du Sahara occidental? Il y a de nombreux éléments qui pèsent aujourd'hui contre les thèses marocaines. Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire une percée en faveur du droit international, mais très concrètement? Mais écoutez, ce sont plusieurs aspects. Mais si vous me posez la question, parce qu'ils sont beaucoup de mesures qu'il faut prendre et qu'il faut pousser. Non, je ne parle pas des mesures. Les mesures, nous les connaissons. Il faut militer pour le droit international. Je vous réponds tout de suite. Oui. C'est très simple et très clair en même temps. Quand un peuple a une volonté d'exister, de finalement récupérer son territoire, et quand il y a des peuples qui comprennent ça, son droit à l'autodétermination et défendent ça,
Ça, c'est la première réponse à une question complexe. Parce que quand on affirme la volonté, et je crois que ça, c'est en train de se passer maintenant au congrès de Front Polisario. Et aussi, quand on affirme la volonté des peuples solidaires, des amis, et avec la cause sahraoui et la cause de la décolonisation au plan 21e siècle, et il y a même des puissances et des pouvoirs qui ne peuvent pas contre ça. Et je pense que ça, c'est le premier élément principal pour donner à la cause sahraoui une percée juste en faisant, bien évidemment, en prenant des mesures politiques et tactiques et stratégiques qu'on les verra dans les prochaines semaines après le congrès. Très bien. Alors, on peut prendre aussi l'exemple du mur, de ce qu'on appelle le mur de la honte, le mur des sables, érigé par le Maroc et scindant en deux le territoire du Sahara occidental sur plus de 2700 km comme étant la zone la plus minée au monde. Rabat s'est appliqué depuis 2020 à planter quelques 12 000 engins explosifs non amorcés, c'est-à-dire qu'on est clairement dans une logique d'escalade de violence, sans parler, je le disais, de l'acquisition par le Maroc de drones et d'armes ultra sophistiquées, dirigées très souvent contre des civils. Proportionnées par Israël. Je crois que proportionnées par Israël. Dans le cadre de ce partenariat entre les deux parties. Donc je le disais, le Marzen est dans une logique d'escalade. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par là pour mettre une plus grande pression sur Rabat pour adhérer au traité d'Ottawa, le faire renoncer à ces mines antipersonnelles qui minent toute la région finalement? Mais écoutez, bien évidemment, il faut faire ça. Il faut aussi exiger des processus justes et la libération des prisonniers politiques sahraouis, et la requête et la justice pour les détenus disparus sahraouis. Il faut aussi pressionner pour que les Nations Unies, et la MINURSO, c'est dingue qu'une mission, son nom dit mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, et jusqu'à là, n'a pas pu assurer justement ce que son nom l'indique, c'est-à-dire faire accomplir les accords des Nations Unies. Donc, c'est vrai, le Maroc doit suivre la pression de la communauté internationale organisée, des institutions qui jusqu'à là, malheureusement, comme les institutions des Nations Unies, n'agissent pas dans le sens du droit international, parce que finalement, il est bloqué. Donc, c'est vrai, ils sont plusieurs mesures, défense des droits de l'homme dans des Sahraouis dans les territoires occupés, le problème des mines, justement dans les murs de la Bourgogne, etc. Mais en même temps, il faut pressionner que les Nations Unies remplissent son rôle, parce que jusqu'à là, les conseils de sécurité, bien évidemment, le reste des institutions des Nations Unies, l'envoyé spécial du secrétaire général pour les Sahara occidental, ils sont bloqués par le Maroc et ses alliés de l'Occident, et ses alliés dans les conseils de sécurité aussi. Donc il faut pressionner et il faut répondre la diplomatie du peuple, la diplomatie des États, et la politique sur le terrain. Monsieur Le Cantier, on terminera sur cette question justement. C'est que, comme le dit Monsieur Quadra Silva, c'est d'aller chercher le droit international, pas forcément, en tout cas pas aujourd'hui, dans les grandes instances internationales qui sont bloquées par des droits de veto, par des alliances et des complicités avec le Maroc, mais sur d'autres fronts, comme on disait, sur le déminage du Sahara occidental, ou alors sur tout simplement la violation des droits de l'homme par Rabat. Vous pouvez faire entendre votre voix, la voix du peuple sahraoui à travers d'autres instances internationales qui reconnaissent les violations, les dérives du Marzen dans ces dossiers. Oui, absolument, et particulièrement
en Afrique. L'Afrique est notre allié parce que il y a là le principe de l'intangibilité frontière héritée du colonialisme. Les peuples d'Afrique sont très réceptifs à notre combat. D'ailleurs, l'Organisation de l'Unité africaine s'est penchée très sérieusement sur le cas sahraoui, ayant vu que le Maroc bloc avait adopté la résolution 104 et avait reconnu la République sahraoui et avait demandé à l'ONU d'assumer sa responsabilité parce qu'elle-même, elle avait assumé sa responsabilité en reconnaissant la République sahraoui. Aujourd'hui, il y a la résolution de qui a aussi adopté une résolution extraordinaire. Nous devons aller envers les sociétés civiles d'Afrique, envers les États d'Afrique et reposer également de nouveau et avec force la question sahraoui devant les États africains, de telle sorte à ce que le Maroc soit obligé soit d'appliquer l'acte constitutif de l'Union africaine, soit de continuer dans son intransigeance et auquel cas il devait sortir de l'Union africaine. Monsieur El Khanti, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique chargé de mission à la délégation sahraoui pour l'Europe. Je vous remercie aussi Monsieur Esteban Silva Quadra, président du mouvement socialiste alandiste chilien et analyste sociologue et analyste politique. Merci à vous, messieurs, d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne. Excellente suite.